Bonjour, bienvenue sur cette capsule du SAV des ostéos, section neuro. Bonjour, mon cher Laurent. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on va aborder avec vous et pour vous une question indispensable à se poser devant un patient qui a mal. Mon cher Laurent, je te laisse la parole sur cette question qui amènera des éléments qui vraiment vont vous permettre de faire la différence. Alors, c'est pas qu'une seule question, mais c'est un thème de questions. C'est des questions qui ont rapport à ce que pense le patient de ce qu'il a. Donc, en gros, c'est comment il se représente sa situation et son problème. Mais comment il se la représente dans son corps, comment il se représente son corps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, bon, je vais prendre l'exemple le plus courant, j'ai mal au dos. euh, Moi, ce que je propose, en fait, et c'est comme ça que je m'amuse de plus en plus dans ma pratique, et je me facilite surtout la vie, c'est d'essayer de comprendre ce que le patient comprend de ce qu'il a. Quand il se penche en avant et qu'il a mal au dos, qu'est-ce qu'il croit qu'il a? Donc, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez quand vous penchez en avant et que vous avez mal? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans votre corps quand vous faites ce mouvement-là? Et les gens, ils vont dire, bah, j'ai l'impression que j'ai du jeu dans l'articulation, j'ai l'impression que j'ai le bassin qui se déplace. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et ça m'intéresse d'autant plus que je vais vouloir savoir, du coup, pourquoi ils pensent ça. Tu poses ces questions à quel moment de la prise en charge, toi? Bah, en fait, j'ai un entretien semi-structuré, donc en fait, j'ai des thèmes et au fur et à mesure du flow de la discussion, il y a un moment donné, je me dis: «Bon, alors attends, là, il est en train de me dire qu'il a mal quand il fait ça. Il m'a raconté, son histoire, il avait vu un tel, il avait vu un médecin, il a vu un podologue, il avait vu un radiologue», bref. Et du coup, il y a un moment donné, je dis: «Bon, alors d'accord», donc on résume un peu tout et je lui dis: «Mais alors du coup, là, vous pensez que vous avez quoi? Parce que vous avez vu les radios, parce que vous avez eu ceci et cetera». Et donc les gens me disent: «Bah, je pense que j'ai ça». Et donc là, c'est pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Et à chaque fois, je vais essayer de comprendre. À ce moment-là, ce qui est ultra important quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête du patient, il faut surtout pas juger ce qu'il pense. Il faut jouer le naïf, il faut jouer la candeur et de considérer qu'il est vraiment autant expert que moi dans son problème. Donc du coup, je vais utiliser ce qu'on appelle un outil qu'on appelle la validation. C'est-à-dire que quand les gens me disent: «Ben, je pense que j'ai du jeu dans l'articulation», je dis: «Mais pourquoi vous pensez ça?» «Beh, parce que j'entends un bruit quand je bouge». «Ah d'accord, OK, ah oui, je comprends». Et je vais faire exprès de continuer à valider ce qu'ils pensent jusqu'à ce que je comprenne vraiment pourquoi ils pensent ça. Et ça, En d'autres termes, si le patient te dit une bêtise, tu vas pas chercher à corriger sa pensée qui est fausse ah non, ce qu'on appelle sur le le moment. réflexe correcteur, c'est ça, en EM, en entretien motivationnel, pardon, on appelle ça le réflexe correcteur. Je vais surtout pas corriger. Je vais surtout pas lui dire: «Mais non, il peut pas y avoir du jeu dans votre articulation, c'est pas possible, cette articulation elle est trop pas». On va prendre par exemple, un ressaut de hanche, un patient qui a un ressaut de hanche, quand il me dit: «J'ai du jeu dans l'articulation», je vais pas lui dire: «Beh, mais non, il y a pas de jeu dans la coxo-fémorale, c'est une articulation qui est ultra solide, c'est pas possible. C'est juste un ressaut de votre tendon». Je vais pas lui dire ça tout de suite. Je vais essayer de comprendre pourquoi il comprend ça. Et ça, c'est super important parce que cette représentation de ce qu'il a dans son corps, ça donne du sens à son symptôme. Et on voit ça, dans, cette façon d'interagir avec le patient en thérapie cognitive et fonctionnelle, où on s'intéresse vraiment à la représentation du symptôme, ce que ça va impliquer, dans l'interprétation de la situation, dans les émotions et puis surtout après dans le comportement. Parce qu'un patient qui croit qu'il a du jeu dans l'articulation, bien évidemment qu'il ne va pas l'utiliser de la même façon, qu'un patient qui pense que son articulation va bien. Ça va induire tout un tas d'attitudes de protection, enfin, de changements comportementaux. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, si tu veux, je peux te partager le Tu peux modèle. partager. Ouais, attends, faut que je règle, je suis pas finot avec les ordinateurs. Partage d'écran, j'appuie dessus. Oui, Voilà. Donc ça, ce modèle, tu vois là mon écran ou pas? oui, ça y est. OK. Super. Donc, ce modèle, c'est quelque chose qui a été adapté à la thérapie manuelle par, l'équipe de Peter O'Sullivan. Et donc du coup, je l'ai réadapté pour le faire un peu plus simple et ça vient d'un psychiatre, début des années 70 qui s'occupait,
Donc, il prenait en charge des gens et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui arrivaient à changer de comportement radicalement suite à un incident dans leur vie. Genre un accident de voiture, ils se disaient, bon, bah non, je vais mettre la ceinture de sécurité, ou ils avaient un infarctus et ils s'arrêtaient de fumer. Et il a essayé de comprendre. Et donc, du coup, il a modélisé quelque chose qui a été assez éprouvé et qui a permis d'explorer le fait que quand on donne du sens à une situation, ça influe sur les résultats dans pas mal de maladies chroniques. Genre enfin, le diabète, alcoolisme, maladie cardiaque, etc., etc. Et donc, ça a été repris pour la thérapie manuelle. Et en gros, quand quelqu'un a un symptôme, donc là, je prends quelqu'un qui a mal, ben, il va de toute façon interpréter la situation. C'est-à-dire qu'il va donner une interprétation à sa situation et cette interprétation, elle va être complètement influencée par plein de facteurs. Si par exemple, j'ai très, 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 très mal, je vais interpréter la situation complètement différemment que si j'ai moyennement mal. Si je crois que ce que j'ai, c'est grave, je vais interpréter la situation complètement différemment. Si le médecin ou le professionnel de santé me raconte des trucs qui me rassurent ou des trucs qui me font flipper, je vais interpréter la situation différemment. Mais tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou au boulot, etc., toutes les pensées virales, même chose, ça modifie l'interprétation. Et enfin, si j'ai eu mal au dos il y a 10 ans et que j'ai été alité pendant un mois à l'hôpital et que j'étais sous morphine, forcément, la prochaine fois que j'ai mal au dos, ben, je vais interpréter la situation complètement différemment. Et cette situation, l'interprétation de cette situation, elle va faire plusieurs choses. Elle fait qu'on va se représenter la douleur et on va devoir avoir besoin d'identifier ce que l'on a, de trouver la cause de ce que l'on a, de savoir les conséquences que ça va avoir dans notre vie, combien de temps ça va nous durer et comment on va faire pour contrôler. Et là, ben, à ce moment-là, en fonction de l'interprétation de la situation, on se représente la douleur complètement différemment. Il y a des gens qui vont se dire j'ai une hernie discale, j'ai une discopathie, j'ai un déplacement. La cause, ben, c'est parce que je me suis blessé mon dos ou parce que je suis vieux, je muse. Les conséquences, ben, il va y avoir l'arrêt du travail, l'arrêt des activités, l'arrêt du sport, l'arrêt de la vie sociale. Combien de temps ça me dure? Ben, en fonction de l'interprétation de la situation, je vais peut-être me dire bah, ça me durera toute ma vie. Et puis, au niveau contrôle et curabilité, bah, il y a des gens qui disent la seule façon de me soigner, mon dos détruit, c'est qu'on fasse de la chirurgie. Et cette représentation de la douleur, elle arrive en même temps une réponse émotionnelle. Donc, l'interprétation de la situation fait qu'on a une réponse émotionnelle et une compréhension, une cognition complètement différente de la situation. Et du coup, bah, ça va entraîner alors, c'est la représentation de la cognition et l'émotion sont liées, mais surtout qu'elles vont entraîner une réponse comportementale qui va être adaptée à ce qu'on se représente. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à comprendre pourquoi les gens ne se penchent plus en avant, pourquoi les gens arrêtent de faire du sport. Et tant qu'on n'a pas identifié cette représentation de leur douleur et de l'émotion associée, ben on va avoir du mal à comprendre pourquoi ils se comportent comme ça. Et donc, le modèle va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un comportement par rapport à ce qu'on croit et les émotions qui sont adaptées, ça va auto-entretenir l'interprétation de la situation. Et ensuite, on va évaluer ce qui se passe. Et l'évaluation, elle va, encore une fois, ben, avoir des retentissements sur sur ce qu'on se représente et sur nos émotions. Donc, par exemple, je me penche en avant, j'entends un crack, j'ai déjà eu un crack. Là, à l'époque, on m'avait dit que je m'étais déplacé ma vertèbre. Bon, ben, moi, je vais me dire, j'ai une vertèbre déplacée. Pourquoi j'ai ça? La cause, ben, c'est que mon dos est fragile. Les conséquences, ben, c'est que tant que j'irai pas voir quelqu'un qui me replacera ma vertèbre, ben, je pourrai rien faire. Combien de temps ça va me durer? Ben, j'en sais rien parce que la dernière fois, ça m'avait duré quand même vachement longtemps et on a dû me manipuler plusieurs fois pour bien la remettre en place. Et puis, comment je peux contrôler la situation? Ben, je peux pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui me manipule, en fait. Donc, en même temps, ben, je vais être flippé, je vais être énervé, je vais me dire, pétard, c'est vraiment injuste cette situation. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tant que je vais pas me faire manipuler, je vais pas bouger et je vais me protéger. Sauf que si je bouge pas, je me protège pas, je me contracte et probablement que bah, ça va auto-entretenir ma douleur. Et ça va d'autant plus m'énerver parce que j'arrête de faire les trucs que j'aime dans ma vie et je tourne en boucle. Et le pire, c'est que ça a du sens de me protéger si je pense que je suis fragile. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est absolument indispensable de savoir ce que pense le patient.
quelle est sa pensée, quelle est sa représentation de la situation. Et je veux comprendre pourquoi il pense ça. En t'écoutant, je comprends beaucoup mieux pourquoi parfois, euh, après plein de tentatives de conseils divers et variés, il n'y a rien qui changeait. C'était Ah bah, impossible. bah, tant que tu n'as pas identifié comment ça fonctionne dans la tête du patient, tu as beau lui dire, bah, donc là, il faut bouger, là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si le gars, il pense que son articulation, elle se déplace à chaque fois qu'il bouge, il va bouger, il va peut-être faire les mouvements, mais il va faire peut-être en contractant, en protégeant, et il refera pas le truc, en fait. Ouais, En il plus, cherche le renforcement. c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Il est bloqué, en fait, dans des cercles vicieux d'auto-entretien. Et pour rentrer dans ce cercle, pour commencer à se dire, OK, on va essayer de changer la situation, et ben, à ce moment-là, il faut au moins avoir une porte d'entrée. C'est quelque part presque un biais de confirmation en fait appliqué au comportement antalgique. Il ne Euh, fait que renforcer en fait ce qu'il faisait, parce qu'on ne fait que renforcer en fait ce qui est cohérent avec le système de croyance. Donc tant exactement, qu'il n'a pas de raison de changer, il ne change pas. exactement. Si je résume juste pas tout ce que tu as dit parce que je vais pas le faire, mais la question parce que Et voilà le thème de la, question la question que j'ai compris qu'il était super top de poser, expliquez-moi ce que vous pensez qu'il se passe dans votre corps. dans votre corps. Et on peut le mettre en situation, c'est-à-dire, expliquez-moi ce que vous pensez qui se passe dans votre corps quand vous faites ça. Yes. Ouais, toujours pour la contextualisation. Ouais, super. Ben, génial. Écoute, merci pour cet apport. Évidemment, on vous livre ce que nous considérons comme l'une des questions les plus importantes à poser, mais ça n'enlève rien à l'importance de la démarche diagnostique, bien entendu. On a juste dit indispensable, on n'a pas dit la plus importante, on a dit C'est vrai, c'est encore moi qui dérive c'est dans mes envolées lyriques. ça fait partie des questions indispensables. Merci Laurent pour ce partage. Comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires. En général, on aime bien vous donner des tips, des trucs et astuces. Euh, Regardez-les, écoutez-les, essayez-les au cabinet, puis bah, donnez-nous vos feedbacks. Comme ça, bah, nous, ça nous donne aussi du courage et puis l'envie de continuer, et des nouvelles idées pour la suite. Ça nous permet d'affiner des choses. Si vous pensez que ça peut aider certains et certaines des confrères et consoeurs ou patients, n'hésitez pas à leur partager ces vidéos. Merci Laurent pour ce travail de synthèse et à bientôt pour la suite sur les capsules du SAV des ostéos section neuro. Ciao, ciao. Salut Mathieu.